conquête de l'atmosphère n'était qu'une étape. C'est vers l'espace interstellaire que se tournent aujourd'hui les rêves des hommes. Du Leduc, le tuyau de poêle volant qui pourra atteindre 3 fois la vitesse du son, à l'hélicoptère individuel capable de décoller et d'atterrir sur un mouchoir de poche, les recherches se déploient vers ce domaine jusqu'ici interdit. Qu'il s'agisse de soucoupes volantes dont les légendes emplissent les esprits, mais aussi dont les projets sont à l'étude, de fusées qui en sont au stade des essais journaliers, le monde de l'aviation moderne est parvenu au problème des espaces sidéraux et à l'astronautique. Un grand problème, cependant, restait à résoudre, celui de l'atterrissage vertical, et se retournait dans sa course et se posait sans accroc sur sa base. Aujourd'hui, la réalité rejoint la fiction. Le voile vient de se lever sur les possibilités de cette machine extraordinaire qu'est l'ATAR volant. Pour la première fois, en présence de messieurs Bourgès-Monory et Laforêt, cet engin vient d'effectuer un vol libre sur le terrain de Melun-Villaroche. Il ne s'agit bien entendu ici que d'une forme intermédiaire de la future machine. Elle décollera donc verticalement, puis à l'altitude désirée, elle pivotera sur elle-même pour suivre sa route horizontalement et repivotera à nouveau pour l'atterrissage vertical. On augure que cet appareil pourra atteindre en 2 minutes l'altitude de 18 000 mètres et que sa vitesse sera théoriquement illimitée. On en est à ce stade où l'impossible d'hier devient le certain de demain, où la fiction s'insère dans la vie quotidienne. Et le voyage dans la Lune est peut-être maintenant pour après-demain. LB 927 KS, Maison des Glaces Pourpres.
en transit. Oremeb, confluent des anneaux neutroniques. Je me rends aux cérémonies de la métamorphose. Cette créature, un chrysogome d'Avalon, vient de disparaître entre les lames du grand résonateur topologique d'Uria. Oui, car nous sommes sur Uria, où a été assemblé pour la première fois un transmetteur de matière qui permet de voyager d'une étoile vers une autre, permet de franchir des gouffres d'années-lumière. Et Uria est devenu rapidement un carrefour de l'univers, un véritable carrefour où viennent converger toutes les races civilisées de la galaxie. Car il fallait s'y attendre. Notre galaxie regorge de vie. Plusieurs centaines de millions d'espèces différentes, disséminées sur plusieurs centaines de millions de mondes, le tout formant un ensemble extrêmement vaste, extrêmement complexe, mais au fond toujours harmonieux. Or, ces peuples civilisés sont nés un jour, ils se sont développés, certains d'entre eux ont disparu. C'est une histoire très longue qui a commencé, voici, plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'années, et qui s'est développée sur plusieurs centaines de millions, voire plusieurs centaines de milliards d'années-lumière. Cette grande histoire, nous allons vous la raconter. Voici, pour la première fois, la grande histoire des extraterrestres. 2 siècles d'objectivité scientifique nous ont appris à nous méfier du témoignage. Les tribunaux sont pleins de témoins contradictoires qui racontent chacun à leur façon d'avoir été témoin. Comment une croyance peut-elle prendre naissance ? Sur quels on-dit peut-elle être fondée? Comment peuvent s'entremêler bonne foi ou mauvaise foi, réelle ou imaginaire? Notre métier d'informateur et d'informateur visuel nous fait une obligation de réfléchir un peu à cet étrange pouvoir du témoignage, car si l'on disait déjà que le papier se laisse écrire, l'écran lui aussi se laisse faire, et nos contemporains peuvent être victimes d'énormes hallucinations collectives amplifiées par la télévision. Ainsi, à propos de soucoupes volantes, dont on a tant parlé et dont on ne parle plus tout à coup, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi les uns y ont-ils cru et les autres pas? Qu'y a-t-il finalement de croyable ou d'incroyable dans cette histoire à dormir debout, dont les informateurs ont donné les plus fantaisistes échos? Sur le thème des soucoupes volantes, nous avons voulu traiter, non sans humour, ce thème de la fumée sans feu, bien davantage pour étudier le mécanisme du témoignage que pour traiter le sujet lui-même, pour lequel nous nous refusons toute compétence, autre que celle de citer quelques témoins forcément dépassés par leurs hypothèses. Suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries. 2 ans plus tard, le président Reagan fit les gros titres de la presse nationale en évoquant de nouveau les extraterrestres à l'Assemblée générale des Nations unies. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Alors, c'est quoi? Eh ben écoute, Jean, c'est foutre rien. C'est dans le ciel. Ouais. Ça bouge pas. Ouais. Vous voyez à Rennes aussi. Les étoiles, c'est pas rouge, les étoiles. Et franchement, on dirait un ovni, mon amour. Un ovni. Oh bah non, parce que c'est là tous les jours, alors. C'est quoi un ovni, maman? Ah, écoute, j'ai beau zoomer dessus, je vois pas d'en bas, je vois pas de pylône, je vois rien. C'est quoi un ovni, maman? Et ces 2 petites boules, et ces 2 petites boules bien parallèles, enfin, qui sont bien en axe,
C'est pas ça, Anaïs, Anaïs. C'est pas un hélicoptère. Non, c'est... Et je vois un petit... Alors attends, tu vas voir, c'est hallucinant. Je vois des petites lumières qui passent entre les deux grosses boules. Eh ben je te jure mon amour, si ça c'est pas un ovni... Ça y est, il est en train de virer. Ah ouais, je le vois qui bouge. Vas-y, filme au moins. Ah ben je fais que ça. Ça y est, il est en train de virer. Oui, Tout doucement. ouais, effectivement, ça bouge, c'est pas... Oui. Et il s'en va. Et là, on dirait un avion. Non, c'est une soucoupe volante. C'est un ovni ça. Oh bah dis donc, en stationnaire comme ça. Mon amour, je connais pas d'avions qui font du stationnaire. Et ce que je vois là, ça ressemble pas à un avion. Ouais. Et la mise au point, elle est en manuel. Attends, je reviens un petit peu en arrière. Et il a grimpé là. Et bah, il part Et il s'en va vers où là? à gauche, vers le... Je sais pas, ça monte en plus en hauteur. Hein. Les filles, ici, parce qu'il y a des voitures. Est-ce qu'il va passer au-dessus de nous à ton avis? Ah oui, peut-être. Non. Ou alors c'est un avion, mais alors je le trouve très bizarre comme avion. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ah ouais, il y a deux boules. Qu'est-ce que c'est que ça? Triangle gros. Un triangle en... c'est quoi ça gros? Regarde, ça avance en triangle. Ça avance en triangle gros. C'est quoi ça? Et il y en a un, s'est arrêté, Théma. C'est quoi ça, race? Oh, ça va. Bon, monsieur Calmette, vous êtes viticulteur à Montréal-Dôme et vous êtes arrivé à une histoire un peu ordinaire. Pendant 3 jours, vous avez vu ici des ovnis, des objets volants non identifiés. Racontez-nous un peu cette histoire, que s'est-il passé? Je l'ai vu, oui, par 3 fois, donc le dimanche, et puis le jeudi, le dimanche après. Alors comment ça s'est passé la première fois, par exemple? La première fois, j'étais en mobilette quand j'ai vu cet engin, très gros, quoi, si on peut dire. Quelle taille, à peu près, d'après vous? Moi, je voyais, je considérais la taille comme 2 tracteurs jumelés dans le sens long, quoi. Oui, vous pensiez d'ailleurs que c'était des tracteurs au départ? Oui, je ne savais trop que penser, un camion ou un truc comme ça, vous voyez. Il y avait des phares qui étaient disposés comment? Il y avait 2 phares avant et 2 phares arrière, mais puissants. Hein. Est-ce que ça vous semblait être des phares normaux comme on en voit sur les tracteurs ou les voitures que nous connaissons en fait? Un peu anormaux, non, ça brillait, c'était puissant. Ils avaient quelle couleur? Blanc, un blanc alors. Plutôt blanc, hein. Oui. Et est-ce que ces phares étaient mobiles ou est-ce qu'ils bougeaient? Non, je l'ai vu immobile. Oui. Et il y a eu donc un deuxième soir au cours duquel... Et puis le jeudi, j'ai vu le même engin. Oui. Et vers quelle heure? Un peu plus haut. Vers quelle heure? À 20h. Oui. La première fois à 22h, la seconde fois à 20h. Oui. Le même engin, oui. même dimension, oui. même éclairage, oui. un peu plus haut. Et même... Qui se déplaçait, oui, alors on aurait dit que ça glissait, quoi, ce truc-là. À quelle altitude, à quelle hauteur du sol se trouvaient les phares, d'après vous? Oh, moi je voyais ça à ras du sol, à, je sais pas moi, 1m50. 1m50 du sol, oui. Et il n'y avait aucun bruit? Ah non, rien du tout. Pas de bruit. Alors vous étiez à quelle distance à ce moment-là? Alors là, j'étais devant chez moi, devant la ferme, j'étais bien à 1,5 km. Hein. Et vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas essayé de voir ce que c'était? Et non, ça n'a pas avancé longtemps, vous voyez la valeur d'une minute. Hein. Et alors vous l'avez revu une 3e fois? La 3e fois, j'ai pas revu le même engin. J'ai vu les petits trucs qui se déplaçaient là. C'était où? À quel endroit? Projecteur. Ici où nous sommes. Hein. Ici où nous sommes, là, juste ici. Oui, oui. Alors qu'est-ce que vous avez vu exactement? Voilà, je venais de rentrer les chiens là dans la grange. Quelle heure mon il était fils. à peu près? Il était 22h. Oui, comme à peu près 22h15 actuellement, c'est à peu près à cette heure-ci. Oui, oui. Oui, alors mon fils m'a dit, regarde papa, voilà le projecteur, de nouveau qu'on voit le projecteur. Oui. Et moi j'ai dit, viens vite mettre la veste, qu'il fait pas chaud. Oui. Et il faut aller voir ce que c'est, de plus près. Oui. Alors on est monté ici et effectivement on a vu ces projecteurs qui étaient assez près. Oui. Il a dit, mon fils avançons un peu plus. Oui. Il a avancé, il m'a écouté quoi. Oui. C'est à ce moment-là qu'on a vu sur ces projecteurs une antenne dressée, vous voyez, avec une courbe dessus. Phosphorescent, je dis, c'était un truc rouge quoi. Qui était assez haute cette antenne? Non. Vous voyez moi, 60 cm, oui. Est-ce que vous voyiez une masse? Est-ce que vous distinguiez quelque chose? Non, rien du tout. Les projecteurs étaient trop puissants? Le projecteur seulement, puissant, oui, par le moment, et puis ça est-ce qu'il se déplaçait loin de l'objet central? Le projecteur, ils étaient 2, vous voyez, qui se déplaçaient assez vite. Assez vite? Oui,
Ça allait, ça venait dans tous les sens. Dans tous les sens. Oui, monsieur. Et est-ce qu'ils vous ont éclairé par là? Non, sur nous, non. Vous vous êtes rapproché à combien de mètres? 150 mètres. Vous n'avez pas été plus loin? Et on n'a pas osé. Pourquoi? Mon fils m'a dit, maintenant je m'en vais, et moi... Vous avez eu peur? Oui, je n'ai pas osé aller plus loin. Oui, alors après, c'est là que vous êtes allé chercher les gendarmes. Voilà, oui. Et que les gendarmes ont pu constater également le phénomène. Les gendarmes l'ont constaté comme moi, mais c'était déjà plus loin. Oui, c'était parti de votre champ. C'était parti de... Est-ce que vous l'avez vu partir? Ah non. Non. C'est parti quand je suis allé les chercher. Mais je crois qu'en partant, il y a eu un éclairage assez violent sur votre ferme. Oui, c'est ma femme qui s'en est rendu compte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On l'a vu circuler dans tous les sens. Oui. C'est allé partout, dans tous les champs. Ça explose. On dit que ça explosait tous les champs. Oui. Et quand bien sûr, quand ça se dirigeait vers la ferme, c'était illuminé puissamment. Comme en plein jour? Comme un phare puissant, presque comme en plein jour. C'était au-dessus du sol ou sur le sol? C'était toujours à ras de terre. Au-dessus du sol, oui. Et d'après vous, ça ne pouvait pas être un engin comme un tracteur ou une voiture? Ah non, pas du tout. Hein. C'était pas gros. Un hélicoptère non plus? Non, pas le monde du monde. Il n'y avait aucun bruit, absolument aucun bruit? Non, rien. Quelle couleur avait cette... Un projecteur puissant, blanc. Vous voyez. Alors, je crois que maintenant la gendarmerie, pendant quelques jours, va être ici pour contrôler. Et en fait, si cela se produisait, ce serait à peu près à cette heure-ci, puisque c'est tous les soirs, ça s'est produit entre 20h et 22h, donc maintenant. 329 de 321. 329, j'écoute. Bon, ici 321, alors indiquez-moi votre position et indiquez-moi si vous avez vu quelque chose. 321, je me trouve dans la zone et rien à signaler pour le moment, tout est calme. On ne voit rien. Reçu, parler. Bon, 329 de 321, bien reçu. Je crois que c'est la première fois, il est 22h30, c'est la première fois qu'une brigade de gendarmerie chasse ou traque l'OVNI. C'est la première fois que cela arrive. Oui, dans notre région, c'est exact, c'est la première fois. Vous allez rester là pendant plusieurs jours, c'est un dispositif particulier qui a été mis en place. Oui, c'est un dispositif particulier qui est mis en place tous les soirs, oui. Puisque c'est vers cette heure-là que ces objets se sont manifestés pendant 3 fois. Oui. Et c'est une mission quand même assez spéciale. C'est une mission assez spéciale, oui. Quelles sont vos impressions? Que pensez-vous de ce que l'on a vu ici? Ça, je n'ai pas trop d'impressions à donner, les impressions personnelles. Oui. Oui, de toute façon, il y a eu quelque chose qui s'est produit, quelque chose qui ne paraît pas normal. Oui. C'est à nous de le vérifier. Peut-être... Vous pensez que pendant ces quelques jours, puisqu'il est venu déjà 3 fois, ils sont venus 3 fois, en quelques jours, vous pensez qu'ils peuvent revenir encore certains soirs? Ah ben ça, on ne peut pas le savoir. Hein. Oui. Mais puisqu'ils sont venus 3 fois, peut-être ils reviendront, s'il y a île, savoir. Oui. Est-ce que vous avez reçu du renfort à la gendarmerie justement à cette occasion? Oui, nous avons du renfort de notre compagnie de Carcassonne là-bas, qui nous épaule là dans notre mission. Il est encore là, oui. Il est encore là. Tu vois? Regarde comme il revient. Il vient droit dessus, là, non? L'appareil photo, il est où? Il est sur le plateau. Là-bas. J'ai rempli le plateau. Ah, mais elle est dans les WC. Oh, regarde! Il y a la nana qui se détache. La dame qui se détache, non? Oui! Il y en a un dessous. Oh, il y en a un qui s'est détaché. Il a fait un petit... Oh là là, il y en a un qui s'est détaché. Oh, c'est formidable. Oh non, c'est trop. Il a fait des petits... Oh, il y en a un qui est sorti. Lynn, viens vite. Là, viens vite. Là. Regarde, il y en a un petit qui s'est détaché. Il est parti par en dessous. Je crois qu'il va en dessous. Oh là là. Un petit qui est parti. Il a sauté en parachute. Oh, c'est trop. Là, à la caméra, je ne vois que 4 lumières. Ouais. Ça ne bouge pas, hein? Si, ça avance. Ça monte. Ça monte. Il y en
a un petit qui est parti dans le dessous. Ah bon? Ah oui, ça monte. Ça. Je vois 6 lampes maintenant. Ah oui, il y en a 6. Ouais. Oh là, oui. Ça tourne. Regarde, tu vois? Regarde, c'est la même chose que la lumière. Et ça baisse. Ah, maintenant, on voit plus rien. Ouais. En fait, ils prennent la même trajectoire qu'hier soir, puisqu'ils viennent de ce côté, ils ont fait le tour et ils repartent. Il n'y a aucun bruit. Hop là, hop, d'un coup ça a disparu. Hein. You can learn the amazing answer only when you see the most thrilling picture in years. It came from outer space. In the astonishing realism of 3 dimension, with objects coming right out of the screen, so real they almost touch. Oui, sûr. Il est parti en hauteur l'autre, à moins qu'il ait fait vite pour redescendre, mais bon. Il a coupé les moteurs. Regarde, regarde. C'est bizarre quoi, franchement. C'est très bizarre aussi quoi. La joli, hein? Mais ça, c'est pas l'avion ça, c'est pas possible. On voit presque Non, plus. un avion qui stoppe dans le ciel, ça n'existe pas ça. Enfin, ça existe, oui, mais... Non, mais quand t'as les lumières rouges et tout, c'est là... On début fluide. C'est un moustique. Non. C'est hallucinant, Jackie. Regarde, je suis sûr qu'il va venir à la même position que l'autre et il va faire pareil. Merci beaucoup. Merci. C'est un hélico. Mais non. Tu rigoles quoi, t'as vu la taille de la flamme qu'il y a? L'autre il est monté, il Oh. a pris le voyait plus. Il a fait- Tiens, regarde, c'est un hélico, je l'agrandirai. Tiens, regarde, regarde. Il s'est arrêté sur place. Il est à 1 Il a pris kilomètre les au moins. montées Tu vois la taille droit. de la flamme? Il cherche quelque chose. C'est nos amis les extraterrestres. Regarde, il s'arrête pour moi. Regarde, il s'arrête, il revient en arrière. Regarde, regarde ce qu'il fait, ce qu'il fait. Regarde, regarde. Non, il va prendre la même position. Il prend la même position que l'autre, tu vas voir, et après il Et va après monter. il va monter en haut. Et il va y en avoir En un autre. général, tu montes en haut. Oui, mais il est monté à une Là-bas. vitesse... Il y en a un autre là-bas. Ah, il y en a un autre. Ah ouais. Putain, mais c'est quoi ces Encore. trucs-là? Il monte. On dirait des... Près de la montagne, tu le vois Thierry? Oh, ouais, je le vois. Bizarre. On est en Je train vais de te se faire mettre de envahir. la barbe, tu vas voir. Putain, j'y crois pas. Ouais, chauve-souris. Ouais. Ah ouais. Alors, Non, mais l'autre, il est monté direct au ciel, quoi. C'est fou. il y en a deux. Regarde, l'autre, il est en train de monter, là. Il On accélère. voit presque plus. Il y a une chauve-souris, elle est passée vite. Il est en train de disparaître. Il y en a, Non, il y en a mais pas il un monte autre pas, lui. là-bas. L'autre, il est Regarde monté. qui bouge. À moins que ce soit un avion. Non, non, là c'est un... Un hélicoptère. L'autre on le voit plus bien. Une chauve-souris. J'ai vu une C'est bon, Thierry, chauve-souris t'as tout filmé de suite. assez, hein? Tu filmes. Non, mais c'est hallucinant quoi. On le met sur Internet. Ouais, mais là, il voit rien, tu vois un point. Eh ben, qu'est-ce que tu vois d'habitude? Ouais, mais bon, je veux dire, c'est bon, quoi. C'est pas d'évolution. Il y a plein de chauves-souris la nuit. Moi, je les vois. Demain matin ni ce matin. Une chauve-souris encore.
Jean-Claude Bourret, grand voyageur devant les étoiles et devant les ovnis, vous avez poursuivi votre enquête passionnante en 4 volets maintenant, puisque vous venez de publier le 4e volet, c'est l'armée qui parle cette fois-ci. Alors cette armée qui parle, est-ce qu'elle révèle des secrets? Est-ce qu'elle en dit plus que ce que nous sachions déjà par l'intermédiaire des civils? Je crois que c'est évident et c'est surtout incontestable, car je ne suis pas un écrivain, dans ce livre en tout cas, je me contente de soumettre des documents à l'appréciation des lecteurs de bonne volonté qui feront l'effort intellectuel d'en prendre connaissance. Et je montre que dès 1942, c'est-à-dire dès le milieu de la Deuxième Guerre mondiale, au plus haut niveau américain, et quand je dis au plus haut niveau américain, je veux parler du président des États-Unis et du chef d'état-major général de l'armée des États-Unis, on était parfaitement au courant qu'il y avait des objets volants non identifiés que dans les rapports secrets que je publie, parce qu'ils viennent d'être déclassifiés, on appelle flying disc, disque volant. Alors, ces disques volants, ces objets volants, on en parle beaucoup, on parle de rencontres du second ou du troisième type. Au fond, toutes ces observations que vous décrivez, comment est-ce qu'elles se présentent et qu'est-ce qu'une rencontre du deuxième type ou du troisième type? Alors je crois qu'il faut faire un tout petit peu de statistiques. Sur 100 témoins qui, la main sur le cœur, viennent nous voir en disant « j'ai vu un ovni », nous savons qu'il y en a 92% qui se trompent, qui confondent avec des satellites artificiels, avec des ballons sondes, avec des phares d'atterrissage d'avions, etc. Mais il reste un petit résidu de 8% des cas environ pour lesquels nous n'avons aucune explication rationnelle. Et sur 100 témoins qui voient réellement un ovni, donc qui font partie de ces fameux 8% de la masse globale, il y en a 90% qui sont des témoins du premier type, 5% du deuxième type et 5% du troisième type. Alors qu'est-ce qu'une rencontre du premier, du deuxième ou du troisième type? Premier type, c'est observation à plus de 150 mètres sans autre témoignage, sans autre preuve que le témoignage lui-même. Rencontre du deuxième type à moins de 150 mètres avec des évidences physiques, c'est-à-dire des traces d'atterrissage, des photographies, des détections radar, etc. Et rencontre du premier type, atterrissage, avec observation d'êtres humanoïdes qui sont décrits par les témoins. Troisième type, c'est ça. Avec rencontre, donc, avec des êtres qui sont, d'après les témoins, descendus de ces mystérieux engins. Alors, j'ai lu avec intérêt qu'un sondage que vous aviez réalisé dans cet ouvrage montre que 90%, ou même peut-être plus, des Français croient à ces objets volants et croient surtout à leur réalité extraterrestre. Alors attention, c'est un sondage qui ne concerne que ceux qui s'intéressent aux objets volants non identifiés, c'est-à-dire ceux qui regardent votre émission, ceux qui lisent les livres sur les objets volants non identifiés. Mais il est intéressant de savoir quel est le pourcentage de Français qui croient aux ovnis en tant que manifestation extraterrestre. Eh bien, grâce à un sondage Sofres Le Pèlerin qui a été publié au mois de juin dernier, nous savons qu'il y a 25% des plus de 15 ans, c'est-à-dire plus de 10 millions de Français, qui croient aux objets volants non identifiés en tant que manifestation extraterrestre. Ce n'est pas du tout la preuve que ça existe, même s'il y en avait 100%, mais c'est quand même sociologiquement un pourcentage très significatif. Mais qui a beaucoup augmenté depuis les années 50. Une dernière petite question, est-ce que vous avez eu la chance, vous, Jean-Claude Bourret, de voir un ovni quelque part? Non, je n'ai pas eu la chance de voir un ovni, mais j'espère ne pas mourir idiot et avant d'être 6 pieds sous terre, de faire moi aussi mon observation. Ce serait une juste récompense de tout mon travail. Très bien, ce sera peut-être le sujet de votre prochain ouvrage. L'aventure poétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui embarqués, voilà maintenant un vivant qui va vous en parler. Jacques Bergier, spécialiste de physique nucléaire, certificat de service exceptionnel délivré par le président Truman, décoré par la France, décoré par la Russie, membre de l'Académie des sciences de New York, savant, vulgarisateur, poète, expert en réalité, parce que la réalité est fantastique. Jacques Bergier, depuis 5 ou 6 ans que nous travaillons ensemble, je crois, vous n'avez jamais cessé de m'étonner par l'étendue et par la variété de vos connaissances. Vous êtes la plus grosse tête chercheuse que j'ai jamais rencontrée. Et des savants, des philosophes, des journalistes, des vulgarisateurs font appel constamment à l'énorme bibliothèque qu'il y a dans votre crâne. Pour enfoncer dans le texte, nous aussi, nous voudrions faire appel à vous. La question, notre question est celle-ci. Sommes-nous les seuls, nous autres terriens, à hanter l'univers? Sommes-nous les seules intelligences dans le cosmos? Une question préalable. Les Russes et les Américains sont-ils les seuls à pouvoir explorer l'univers? La France va rentrer en scène à l'acte 2 du grand drame astronautique. Les fusées, à mon avis, ont fait leur temps
ont atteint les limites de leurs possibilités. Elles sont trop lourdes, trop encombrantes, trop difficiles à manipuler. Elles subiront les mêmes sorts que les dirigeables. Il fut un temps où les dirigeables étaient le seul moyen de la conquête de l'air, où l'Allemagne mesurait sa puissance au nombre de ces pleins énormes dirigeables lourds qu'elle avait. Tout cela est passé. Pendant la guerre de 14-18, l'avion a chassé les dirigeables du ciel. C'est avec l'avion que Mermoz a franchi la cordillère des Andes. C'est un avion que Lindbergh a franchi l'Atlantique. Actuellement, on ne voyage plus dans les airs qu'en avion. La même chose attend la fusée. Des machines plus souples, utilisant l'électromagnétisme ou l'antigravitation, vont la remplacer. Et là, la France a un rôle extrêmement important à jouer. Pourquoi les Français ont avancé leurs recherches sur l'antigravitation? Oui, ils sont très nettement en avance sur le reste du monde. C'est ce qui s'est dégagé de la conférence qui a eu lieu cet été sur ces sujets à Royaumont. On a en France pas mal de résultats expérimentaux et on approche de l'invention d'une espèce de dynamo qui transformerait non plus les mouvements en électricité, mais les mouvements en électricité, puis en magnétisme, puis en antigravitation. Bergier, il y a un propos que l'on entend souvent, même parmi les intellectuels, même parmi les poètes. À quoi ça sert-il d'espérer voyager dans les astres? Restons sur la Terre, c'est beaucoup plus intéressant. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que le voyage dans l'espace a l'énorme intérêt de pouvoir nous apprendre avec certitude que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe d'autres intelligences et même d'autres humains ou humanoïdes dans le vaste univers. Il est donc pas absurde d'imaginer que sur d'autres planètes, il y a d'autres vies, peut-être d'autres hommes? À condition de ne pas penser aux planètes de notre système solaire. Pas sur Vénus, pas sur Mars, pas dans la Lune, encore moins dans Jupiter ou Saturne. Mais il y a d'excellentes raisons de croire qu'il existe dans notre voie lactée pas moins de 10 millions de planètes ressemblant à la Terre. Même atmosphère, même gravitation. Mais s'il y a d'autres intelligences dans le monde, pourquoi ne nous auraient-elles pas fait signe? Elles nous ont probablement fait signe, encore faut-il comprendre leurs signaux. Ce programme de télévision sera certainement reçu dans 10, 20, 30 ans par d'autres intelligences. Mais comment les déchiffrer? Comment dans ce mélange de fréquences faire sortir des sons et des images? Est-ce que scientifiquement se pose la question de repérer des signes d'intelligence extérieure? L'université de Cornell à New York, sous la direction des professeurs Coxioni et Morrison, a un projet là-dessus. Ils comptent détecter dans les ondes qui nous viennent de l'espace des programmes de télévision, des signaux, des sons venant des planètes d'autres étoiles, venant d'autres hommes. Mais ces êtres humains ne sont-ils jamais venus jusqu'à la Terre? Eh bien, ils savent probablement que la Terre existe parce que leur télescope leur permet de repérer les perturbations qui sont causées dans le mouvement du Soleil par les planètes géantes Jupiter et Saturne. À partir de là, les mathématiques leur permettent de déduire que d'autres planètes comme la Terre existent. Très certainement, notre système a dû être traversé des centaines de fois par des fusées genre l'Unique 3 qui ont photographié notre Terre et qui ont ramené ces photos. Il y a une curieuse histoire de satellite de Mars. Oui, l'un des satellites de Mars, Phobos, a une histoire étrange. L'astronome Asaph Hall qui l'a découvert avait déjà écrit à l'époque qu'il avait apparu soudainement et qu'il croyait qu'il était artificiel. Puis on avait oublié cette idée et l'année dernière, le russe Shklovsky a montré par des observations et des calculs que ce satellite est creux. Or, il n'existe pas, il ne peut pas exister, semble-t-il, de corps naturel creux. On pense donc que des êtres, martiens ou autres, ou des êtres d'ailleurs installés sur Mars, ont dans un passé lointain ramené à l'orbite de Mars un astéroïde et l'ont creusé pour y faire un immense laboratoire. Vous acceptez cette éventualité? La plupart des savants l'acceptent. Le dernier qui était contre Wilkins vient d'annoncer officiellement à la BBC qu'il était d'accord. Mais si ils ont photographié la Terre, s'ils l'ont approchée, cependant, ont-ils débarqué sur notre planète? Ont-ils vécu? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Nous avons nous-mêmes mis au point des peintures anti-radar, une machine recouverte d'une peinture anti-radar, débarquant la nuit et repartant la nuit pour rester tout à fait inaperçue.
Pourquoi n'aurait-il pas laissé de traces alors? Ben, ils ont peut-être laissé des traces, mais ces traces, nous ne savons pas les reconnaître. Il y a les tectites, ces étranges billes de verre que l'on trouve un peu partout, notamment dans le désert du Rub al-Khali en Arabie, qui sont d'origine extraterrestre d'après leur composition chimique, mais qui pourtant sont en verre, qui n'ont pas l'air d'être des météorites. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne crois absolument pas aux soucoupes volantes. Ah, vous n'y croyez pas? Absolument pas. Pour moi, ça n'existe absolument pas. Et ces martiens à pattes qui débarquent et embrassent des gardes-barrières me laissent complètement froid. Mais par contre, il y a une autre expérience purement scientifique à laquelle je crois. Laquelle? Eh bien, un savant allemand, le docteur Konrad Lorenz de l'université de Tübingen, s'est fait passer pour un escargot et a vécu parmi les escargots, tous les autres escargots le prenant pour un escargot. Avec des dispositifs extrêmement simples, il a appris leur langage qui consiste en des mouvements de cornes, il faisait des signes, les escargots s'approchaient de lui, tournaient autour de lui ou s'éloignaient, et tous ces escargots le prenaient pour un autre escargot. Eh bien, je me pose quelquefois la question, si une intelligence en avance sur nous, ne peut pas en faire autant sur nous. Après tout, la chirurgie esthétique, ça existe, l'hypnotisme, ça existe. Que peuvent devenir ces techniques dans 1 million d'années? Alors vous imaginez la possibilité de la présence parmi nous d'habitants d'autres planètes? Vous allez jusque-là? Je vais jusque-là, et il arrive des choses curieuses dont on peut se demander si elles ne sont pas des espèces de tests d'intelligence que nous sommes posés, de même que nous posons des tests d'intelligence aux singes et aux chats. Il y a le fameux cas de Madame A. L'année dernière à Birmingham, une brave dame s'est présentée pour répondre à l'appel de la Croix-Rouge anglaise. On lui prit une pinte de son sang, on lui donna un bol de soupe chaude de 5 shillings et le répartit dans la nature. On examina le sang, ce n'était pas du sang humain. Il ne correspond à aucun des groupes sanguins, il coagule toutes les variétés du sang humain, mais il ne coagule pas du sang des rats. On a fait des annonces pour que Madame A revienne, on a offert des sommes considérables, Madame A n'est jamais revenue. Madame A, c'est peut-être le nom de Madame ailleurs. Oui, qui sait, c'est peut-être un test d'intelligence. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous imaginez que des intelligences venues d'ailleurs et séjournant sur la Terre auraient aidé à créer des civilisations? Ce n'est pas exclu. Parce que vous admettez le thème des civilisations disparues, de grandes civilisations techniques avant l'histoire humaine. Ce n'est pas exclu. Dans une cave, dans le Boïstan, dans l'Inde, on voit les planètes Terre et Vénus représentées dans la position qu'elles occupaient il y a 11 000 ans, c'est daté par une carte du ciel, et reliées par des flèches. Des légendes hindoues parlent des seigneurs de Xi'an qui sont venus de la planète Vénus apportant le feu, l'arc et le marteau. Si les hommes vont bientôt dans Mars et qu'ils ne trouvent pas de vie, ils pourront peut-être trouver une vie disparue, peut-être des ruines de villes. Oui, ils trouveront peut-être des villes mortes. Cela veut dire donc que la vie a existé. Sommes-nous équipés pour aller la chercher plus loin, cette vie, dans d'autres planètes? Oui, nous sommes équipés d'ores et déjà pour envoyer hors du système solaire des fusées portant des caméras qui iraient jusqu'à une autre étoile et qui reviendraient en utilisant comme énergie d'abord celle du Soleil, puis celle d'une autre étoile. Des expériences de ce genre sont envisagées. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la 3e vitesse cosmique. La première vitesse cosmique, c'est Sputnik. La deuxième, c'est l'unique. La troisième, 48,2 km la seconde, c'est hors du système solaire, vers des autres étoiles. Il y a une date pour ces premières expériences? Janvier-février 60. Janvier-février 60 pour envoyer des fusées hors du système solaire? Hors du système solaire. On a dit que l'homme ne résisterait pas au voyage dans une fusée interplanétaire pendant 10 ans de solitude dans la nuit cosmique. Oui, ça je n'y crois pas. J'ai vu au camp de concentration des hommes qui avaient résisté à 15 ans de Dachau, ce qui était nettement plus dur que n'importe quelle fusée cosmique. Oui, et c'était sans espoir. Exactement. Tandis que là, il peut y avoir un grand espoir. Exactement. Dites-moi, Bergier, il y a encore une autre hypothèse, puisque vous admettez d'envisager toutes les hypothèses. On pourrait rêver aussi que la vie sur la Terre aurait été déposée par des êtres venus d'ailleurs.
C'est possible également, surtout que la vie ne cesse de nous surprendre. Témoin l'extraordinaire histoire qui vient d'arriver à Los Alamos. Ils ont un réacteur, l'Omega West, qui marche à l'eau, à l'uranium et à l'eau. Il y a un mois, en les regardant au périscope, ils sont aperçus que l'eau était trouble. On l'a retirée, on l'a regardée à distance sous le microscope et la télécaméra, et bien des pneumocoques qui avaient muté et avaient donné naissance à une autre race de pneumocoques qui vivent sous des intensités de radiation fantastiques, 500 000 fois la dose mortelle par l'homme. Si une telle chose est possible, n'importe quoi est possible. En tout cas, on paraît avoir démontré de la façon la plus scientifique que nous sommes nés d'un bombardement stellaire. La disparition des dinosaures, on l'a établi maintenant avec une quasi-certitude, est due au bombardement produit par une étoile nouvelle qui s'est produite il y a des milliards d'années, mais dont on a retrouvé la trace dans le ciel. Nous sommes les fils de cette étoile. Les mutations produites par ce bombardement, dont on connaît maintenant l'origine avec certitude, ont tué les dinosaures et nous ont créés. Nous sommes les fils d'une étoile, c'est une parole merveilleuse. Oui. Et peut-être cette étoile était-elle manipulée par des intelligences, qui sait? Ça me rappelle une très très belle parole de notre ami, le biologiste Loren Nestlé. Le professeur colombien. Qui est professeur à Columbia, et qui dans son dernier livre ose dire, lui aussi, sommes-nous venus d'ailleurs et sommes-nous en train de nous préparer à rentrer chez nous à l'aide de nos instruments. How could that thing have gotten aboard? And why? Just to kill us? What is the usual reason an intelligent creature kills? It's hungry. What makes you so certain it's intelligent, Colonel? Not just an animal. It opened the door to C compartment. In the silent void of outer space, puny man matches his cunning against a monster from Mars running rampant, howling for all the flesh and blood on Earth. Radio CBS, dimanche 30 octobre 1938. Il est 20h. Une dizaine de millions d'Américains écoutent ce morceau de musique quand soudain... Mesdames et messieurs, nous interrompons le programme pour une édition spéciale. À 8h20, le professeur Farrell de l'Observatoire du Mont Jennings dit avoir observé plusieurs explosions d'un gaz incandescent sur la planète Mars. C'est le début du livre « La guerre des mondes », l'œuvre de Wells, écrite 40 ans plus tôt. Son homonyme, Orson Welles, a décidé de l'adapter à la radio. Avec les comédiens de sa troupe et à grand renfort d'effets sonores, il raconte l'arrivée d'un vaisseau spatial dans le New Jersey. Avec beaucoup de réalisme, l'un des acteurs joue l'envoyé spécial qui commente en direct le débarquement des Martiens. Ils ressemblent à des tentacules, je peux voir leur corps maintenant. C'est gros, aussi gros qu'un ours et ça brille comme du cuir mouillé. Et ce visage, mesdames et messieurs, c'est indescriptible. Les Martiens qui diffusent un gaz mortel avancent vers New York. L'armée américaine leur tire dessus, sans succès. C'est un carnage et toute l'Amérique est prise de panique. La grande majorité des auditeurs sait parfaitement qu'il s'agit d'une fiction. Cela avait été annoncé et répété plusieurs fois au milieu du programme, mais parmi ceux qui prennent l'émission en cours, certains y croient dur comme fer. On raconte que ce soir-là, des Américains se calfeutrent dans leur cave, courent à l'église pour une dernière prière, voire se donnent la mort avant d'être asphyxiés par les extraterrestres. On sait aujourd'hui que tout cela a été exagéré par les journalistes de l'époque. Mais plus intéressant, certains déjà avaient exigé un meilleur contrôle des programmes diffusés sur les ondes, et Wells avait même dû présenter quelques jours plus tard des excuses publiques.
Chers auditeurs, nous interrompons notre programme pour un flash spécial du service intercontinental d'information. C'est en effet aujourd'hui, à 19h40 heure locale, à l'observatoire de Mount Jennings, situé dans l'Illinois à Chicago, que le professeur Foltz a remarqué une activité inhabituelle à la surface de la planète Mars. Des explosions d'origine gazeuse qui se produisaient à intervalles réguliers. Un détail très important maintenant, mesdames, messieurs. Un détail que vous percevez peut-être en tendant l'oreille. Il s'agit d'un espèce de bourdonnement qui semble venir des tréfonds de l'objet. Peut-être que vous le distinguez. Et je vais tenter de m'approcher, de tendre mon micro pour que vous entendiez mieux. Voilà, je m'avance, je me trouve à un peu plus de 10 mètres de l'objet là. Je pense que vous devriez l'entendre maintenant. Mesdames, messieurs, il se passe quelque chose. Oui, à la surface de l'objet, je vois se soulever ce qui ressemble à des plaques de tôle. Mais c'est incroyable, voici que l'extrémité du cylindre se dévisse. L'objet serait donc creux. Alors on peut se demander ce qu'il contient. Incroyable, extraordinaire, mesdames, messieurs, ce qui est en train de se passer ici. Une véritable première, mais attention, on dirait que quelqu'un est en train de sortir de l'objet. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose. 2 disques lumineux apparaissent des profondeurs du cylindre. Cela ressemble à des yeux, peut-être un visage. Mon Dieu! Une sorte de tentacule vient d'émerger de l'obscurité. En voici une autre, et d'autres encore. Et voici le corps de la créature. C'est monstrueux. Elle possède à peu près la taille d'un ours et sa peau brille un peu comme du cuir mouillé. Et son visage. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un visage, mesdames, messieurs, tant il est effrayant? On y voit 2 yeux noirs qui vous hypnotisent comme ceux d'un serpent. Quant à la bouche, elle ressemble plutôt à une sorte de bec en forme de V. Et il en dégouline une sorte de harve. Et cette bouche, on la dirait, animée d'une vie propre. Elle frémit, elle est agitée de spasmes. Mais voici que la créature se redresse. La foule recule, terrifiée. Je vais essayer de me déplacer. Je vous prie donc de rester à l'écoute pendant que je me déplace vers un endroit d'où la visibilité sera meilleure. Alors, tout de suite, Jimmy Gueux, comment réagit à chaud le spécialiste en ufologie que vous êtes? Bien, tout d'abord, cela ne m'a pas surpris, ça m'a intéressé, parce qu'il y avait des précédents. Une petite fille en Espagne, voici une dizaine d'années, qui jouait devant chez elle, a vu une sphère de lumière se poser, elle s'est avancée pour la prendre, et la sphère l'a absorbée en quelque sorte pour la translater ailleurs. Elle est revenue 22 heures plus tard. Ce qui voudrait dire que ce genre d'observation sphéroïdale, en somme, est classique en la matière? Oui, il a été observé plusieurs fois. Des sphères de ce genre ont suivi les voitures pour essayer d'observer ce qui était à l'intérieur ou dans le tête des gens. Ça ne s'est pas fait parce que les occupants n'ont pas jugé nécessaire de le faire. Mais ce n'est pas un cas unique. Donc j'ai tout de suite eu la conviction intime que c'était vrai. Alors, quelle est l'interprétation que vous donnez, vous, personnellement, de l'aventure telle qu'elle est relatée par Franck Fontaine? Je pense que les intelligences du dehors, que d'aucuns appellent des extraterrestres, nous font passer à nous terriens des sortes de tests, d'une part. D'autre part, ce sont des démonstrations. Je dis un peu vulgairement parfois, c'est du cinéma. Ils nous font une sorte de démonstration pour sensibiliser le public, afin que le public se rende compte que c'est vrai, que ce ne sont pas des histoires d'hallucination. Alors, je vous arrête parce que lorsque vous parlez d'intelligence du dehors, ça veut dire que vous excluez toutes les autres hypothèses et que vous ne retenez que l'intervention extraterrestre. Autrement dit, il s'agit bel et bien d'un objet volant non identifié qui a interféré, disons, avec Franck Fontaine. Pour moi, c'est une certitude absolue. Il n'y a rien à voir dans le domaine OVNI, dans les manifestations dont nous parlons en ce moment.
Invaders from Mars. He saw them land from outer space. He saw them capture innocent people only to destroy. Father turned against son. People changed into strange, weird animals. A general of the army becomes a saboteur. Trusted police turned into arsonists. The boy's parents changed into killers. But nobody's getting anywhere out there. Nobody can locate anything. Anybody. The Martians. We've got to stop them. Invaders from Mars, capturing humans at will for their own sinister purposes, turning them into diabolical instruments of destruction. Invaders from Mars, weird, fantastic beings of a superintelligence, ruling a race of synthetic humans and pitting them against mankind's dream to conquer the universe. Come on, step on it. Search every tunnel. We gotta find Renault and the kid. When the colonel gives the signal, get back here on the double. Hey, man. Hey, bro, what's up? What are you doing? I'm just checking out my new camera here. Where'd you get that? I don't know, you got it yesterday. It's pretty cool, ain't it? I like it. HD? Nah. No? You cheap bastard. Can I have a smoke? Yeah, bro, here. Jesus. Throwing ninja stars at me and shit. Yeah. Dude. That's pretty cool. What'd you do last night? No, nothing. Is that what you're shooting? What the fuck What's is that? that? Look, look, look! What the hell is that? Well, that's not a plane. Shit. Shit. It's coming over here. He's heading for that chick. Hey, Holy- hey, you! Hey, you! Hey! Look at Fucking what's thing coming in the over sky. here! Look, look, look! Oh, hurry! No! Turn Over there, turn around! Run! Run! Run, hurry! Just toast! Je rêve de petits hommes verts, aux petits yeux, en pastilles de menthe, qui viennent faire un tour sur terre, à bord des soucoupes volantes. Lorsque j'étais bébé, j'en ai vu un tomber, par un soir de Noël, dans une gerbe d'étincelles. Et depuis cette nuit, je suis devenu leur ami, correspondant unique des cryptocolons cosmiques. Je rêve de petits hommes verts, aux petits yeux, en pastilles de menthe, qui viennent faire un tour sur terre, à bord des soucoupes volantes. C'est comment chez toi? Tout vert. Il fait beau chez toi? C'est l'hiver. Elle est comment ta maman? C'est vert. Dis, quel est son nom? C'est une vert. Qu'est-ce que tu veux voir? L'équipe de Saint-Étienne. Un soir de février, ils m'ont tous invité dans leur système solaire pour la grande semaine d'hiver. Et mon cœur a craqué lorsque j'ai débarqué pour une jolie martienne toute nue sous ses antennes. Je rêve de petits hommes verts, aux petits yeux, en pastilles de menthe, qui viennent faire un tour sur terre, à bord des soucoupes volantes. T'es venu de loin? Très loin. Tu as mis longtemps? Très longtemps. T'es venu comment? En rêve. Tu as des enfants? Bientôt. Qu'est-ce que t'as en main? Des fleurs du jardin. Je rêve de petits hommes verts,
déplaise aux sceptiques, il se passe bien quelque chose et depuis longtemps. Et il est à présent bien difficile de nier la réalité du phénomène OVNI. Témoins oculaires, traces au sol, radars, tout contribue à confirmer son authenticité. J'ajoute que votre courrier prouve l'intérêt du téléspectateur, de l'auditeur envers lui. Mais sa complexité est telle que même les chercheurs se sentent désarmés, déconcertés. Alors il faut prospecter davantage et mieux, ce que font le GEPA, la SOBEPS, Lumière dans la nuit et de nombreux scientifiques. Pendant ce temps, les témoignages nouveaux viennent gonfler le dossier. On voit des ovnis au cours des 3 derniers mois partout, à Douai, Calais, au Guatemala, au Nicaragua. Bref, question pratique, où en est-on aujourd'hui? Réponse: l'ufologie évolue grâce à des relevés scientifiques de plus en plus fréquents. D'autre part, les effets psychiques sur les témoins rapprochés font l'objet d'une attention nouvelle. À Maubeuge, auprès de M. Bigorne, délégué régional de Lumière dans la nuit, les renseignements obtenus font état d'une importante étude en cours, c'est-à-dire étude des corrélations entre enregistrements géomagnétiques et observation d'ovnis. Et puis, nous avons appris que d'importants laboratoires d'analyse allaient commencer l'étude approfondie des échantillons de terre qui ont été touchés par les ovnis ou leurs émanations. Les résultats seront publiés. Vous m'avez coupé les cheveux assez courts, s'il vous Oh, plaît. madame, j'adore ça, donc soyez certaine Oh oui, parce que... que vous êtes tombée ou presque. Ils étaient tellement longs. Oui. Madame Léonard, nous vous trouvons ici chez votre coiffeur, avant votre départ en vacances. Nous sommes là pour une raison très précise. Vous nous avez téléphoné ce matin. Pourquoi vous nous avez téléphoné? Eh bien, voilà, parce qu'hier soir, à 1h10 environ, nous sommes rentrés, mon mari et moi, chez des amis, et nous avons vu dans le ciel un engin absolument extraordinaire, qui était composé d'une tête et d'une queue longue, et de cette queue sortaient des genres de paillettes incandescentes, jaune-orangé. Vous avez eu peur? Non, absolument pas. Mon mari était témoin comme moi, et nous avons trouvé ça très beau, et nous nous sommes arrêtés, et nous avons suivi sa course. Il était assez bas. Et ce matin, à la radio, vous avez entendu? Oui, nous avons entendu ce matin qu'un engin de cet ordre avait été visible à Paris et à Nantes. Alors nous avons pensé quand même qu'il était intéressant de signaler que nous l'avions vu à Bordeaux. Madame, vous voyez, nous sommes très équipés. J'ai apporté ici un grand carton, un carton blanc, ainsi qu'un marqueur. Et comme je pense que c'est une affaire qui va faire beaucoup de bruit, voici ce marqueur. Je pense qu'il serait intéressant que vous nous dessiniez cet engin. Ça, je doute de mes talents de dessinateur. Oh là là. Là, c'est la tête. Et la tête, et puis une queue, d'où sortiraient des paillettes. À votre avis, c'est un engin naturel? Je pense qu'il était fait par l'homme, parce que sa vitesse était extrêmement régulière. On n'avait pas du tout l'impression d'être en face d'un météore ou d'un engin extraterrestre. Donc c'est une soucoupe volante. Ah, non, moi j'ai pensé à un satellite, mais enfin je ne sais pas tellement ce que c'est. Sa hauteur? Assez bas. J'ai entendu à la radio qu'on avait parlé de 300 ou 400 mètres, mais je suis incapable de vous dire exactement. C'est terrifiant? Pas du tout. On n'entendait aucun bruit et il se déplaçait régulièrement, assez rapidement, mais régulièrement. Vous l'avez vu longtemps? Ah oui, nous l'avons bien vu pendant 2 minutes, avant qu'il ne se perde à l'horizon. Quelle est votre impression, alors votre conclusion? Mon impression, c'est que c'est certainement un engin nouveau, mais qui n'est pas terrifiant comme vous me le demandiez. Qu'entendez-vous par nouveau? Il ne semble pas tellement correspondre à ce que l'on a dit des soucoupes volantes autrefois, mais enfin... Certains ont dit ce matin que cela annonçait peut-être la fin du monde. Oh, moi je ne pense pas. Je ne suis pas plus inquiète aujourd'hui qu'hier.
Cette soucoupe volante au-dessus de Paris, personne n'en a parlé. Et pourtant, pendant plus d'un quart d'heure, elle a survolé le Pont-Neuf. Aujourd'hui, c'est vraiment idéal, vous voyez. Puis la soucoupe a atterri, et c'est un terrien flamand d'origine, France de Jeter, qui était au bout du fil, les pieds dans l'eau, ou presque. Comment avez-vous eu l'idée de faire des soucoupes volantes? Oh, je fais depuis flamand. Et en Belgique, on joue énormément à faire monter des engins dans le ciel. J'ai 73 ans, j'en fais depuis, je dirais, 72 ans. J'exagère un peu. Mais en fait, depuis toujours. J'en fais toujours. Oui, je vais le rentrer tout doucement. La maison, c'est une péniche de 32 mètres de long, 5 mètres de large, 2 mètres 70 de haut, amarrée au Pont-Neuf depuis 34 ans. France de Jeter et sa femme sont les seuls Parisiens. C'est du polystyrène expansé, ce sont des emballages de caisses de poissons. Je pense que c'est mon marchand de poissons. Et comment les équilibrez-vous? Comment trouvez-vous la courbure exacte? J'en ai tellement fait, c'est un sens. Et en principe, n'est-ce pas, à l'origine, c'est tout plat. France de Jeter découpe dans sa feuille de polyester un cercle qui constituera le corps de la soucoupe. Puis, au couteau, il fait une entaille. La soucoupe peut alors prendre sa... À quelle hauteur peuvent voler vos soucoupes? Oh, j'en ai une qui est montée à 3400 mètres, c'est-à-dire 10 fois la tour Eiffel. Une grande. Je l'ai... De cette taille-là, ma père, une grande, très grande. Et elles tiennent, je veux dire, elles tiennent droit. Voilà, parce que j'ai trouvé l'invention, en principe, c'est les deux dérives. Alors, vous voyez, dès que l'appareil veut aller par là, le vent appuie par là. Quand il a une tendance à aller par là, le vent l'adresse. C'est ça la grande. Et contrairement aux avions, toutes les commandes sont sous l'appareil. C'est pas parce que le vent. Si le fil casse, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben il est perdu, il part. J'ai un jour perdu une soucoupe, ça se passait à Saint-Tropez, à Pamplonne exactement. J'avais un appareil qui était il n'était pas très haut, à 600 mètres. Et le fil a cassé. Et j'ai retrouvé l'appareil à 5 km de là, dans les vignes. Aucune des soucoupes que vous avez faites ne se ressemble. Non, parce que, vous savez, je suis peintre. Et en tant que peintre, nous sommes toujours à la recherche d'essayer de faire mieux. Alors j'ai des soucoupes qui sont parfaites, j'essaye de faire encore mieux. Alors j'en ai peut-être 200, il n'y en a pas deux pareils. Mieux en fonction d'équilibre, en fonction En d'esthétique? fonction de qualité de vol, oui. Et une fois que ça vole très bien, pour moi c'est fini, j'en fais une autre. Je leur fais parfois volontairement des défauts. J'en ai une par exemple qui danse. Ça m'amuse à faire danser. Étant enfant,
je vais avoir 12 ans par là, j'en ai fait voler, c'était pas une soucoupe, c'était une chose faite avec des plumes d'oiseaux et du papier de soie qui vient de Chine, parce que vous savez qu'en Chine, tout le monde fabrique des cerfs-volants, il y a des batailles de cerfs-volants, et j'en ai une qui est restée 4 jours dans le ciel, jour et nuit, sans jamais descendre. J'ai lu dans un quotidien que cet été, Ostende, le ciel était noir d'appareils qui évoluent. Alors j'espère que l'année prochaine, ce sont toutes des soucoupes volantes, parce qu'on va en fabriquer, paraît-il, c'est pas moi qui m'occupe de ça, 300 000. Et mon plus grand plaisir dans cette histoire, c'est que les gosses vont s'amuser. Vous écoutez la première transmission phare. Peuple de France et francophones. Ceci est un message d'alerte civile émis par France, Aliens, Résistance. Ce message vous est transmis par un groupe d'humains résistants, localisé en France, ayant pris conscience de l'intervention extraterrestre non consentie et de ses conséquences dramatiques dans notre monde. En réaction, et compte tenu de la nature de ces informations, nous prenons contact avec les groupes ufologiques francophones et les êtres visionnaires afin de leur transmettre ce qui suit. Alerte. Les choses s'accélèrent et nous n'avons plus le temps de vous prouver la crédibilité de ces extraordinaires révélations. L'urgence de la situation nous contraint à alerter publiquement la famille humaine du grand danger qui la menace. Soyons clairs. Oui, la vie existe dans l'univers, la plus belle preuve est bien que nous sommes là. Oui, des êtres extraterrestres visitent notre planète depuis des millénaires. Ceci est signifié dans les textes ancestraux. Et enfin, oui, et c'est là le point le plus important, certains de ces êtres sont actuellement présents dans notre monde et entretiennent des intentions hostiles et radicales à l'égard de notre famille humaine. De nombreux chefs de gouvernement de cette planète connaissent ces faits et nous cachent délibérément cette grave situation qui nous concerne tous. En effet, compte tenu des dernières informations que nous avons découvertes, nous n'avons plus le choix, nous devons faire cesser ces pratiques immondes. Enlèvement, expérimentation, insémination et mutilation sur des êtres humains. Nous devons réagir et manifester notre non-consentement à l'encontre de ces actes criminels. Ces faits sont prouvés, néanmoins cette information est classée secret défense et bénéficie d'un niveau de sécurité supérieur à celui de la bombe H. Le temps du dévoilement est maintenant arrivé. Si nous ne faisons rien, nous perdrons cette précieuse liberté pour laquelle nous et nos ancêtres avons toujours lutté. Ce monde deviendrait une simple colonie spatiale sous dictature extraterrestre dont l'espèce humaine serait devenue l'esclave. Nous, frères et sœurs humains unis, n'accepterons jamais une telle situation. En ce sens, nous résistons de tout notre être, comme n'importe quel homme ou femme digne de ce nom, confronté à cette évidence. Certains se demanderont les raisons et les preuves qui nous permettent d'affirmer de telles choses. Sachez qu'envers et contre tous, des êtres totalement intègres et profondément honnêtes ont cherché sans contrainte la vérité sur ces phénomènes dits ovnis, tout au long de leur vie. Il leur a fallu beaucoup de temps et de courage pour braver les épreuves et les ignorants qui dénient ce qu'ils ne parviennent pas à concevoir. Le document que vous écoutez aujourd'hui est une courte synthèse du résultat de leurs recherches. Nous tenons à manifester une pensée de reconnaissance et de gratitude à l'égard de nos frères et sœurs, connus et inconnus, qui ont parfois payé de leur vie le dévoilement de ces informations. La manière peut-être inhabituelle dont vous recevez ce message nous est imposée par l'essence même des révélations troublantes qui y sont dévoilées. C'est un des moyens détournés que nous avons trouvé pour alerter le peuple.
Informez-vous sur ce sujet et cherchez par vous-même le sens d'une telle déclaration. Constatant la totale soumission des médias au pouvoir politico-économique, ne comptez pas sur eux pour vous informer de cette situation. Soit ils en sont totalement inconscients, soit ils sont à la botte du pouvoir qui ne souhaite pas que ces révélations vous soient faites. En effet, ces déclarations, si elles étaient fondées et elles le sont, les mettraient de fait dans une situation très difficile. Cet acte de dissimulation pouvant être considéré par certains comme une trahison et un crime contre l'humanité. Il ne nous paraît pas sain de cacher à l'humanité une grande nouvelle qui la touche si profondément dans sa globalité. On peut cacher un avion secret. Il est pour nous immoral de cacher à une humanité sa rencontre avec d'autres êtres de l'univers. C'est trop vital. Selon certaines sources d'information, il existerait un projet de révélation officielle, prescrit au plus haut niveau de nombreux États, et visant à la préparation progressive du peuple à la réalité de la présence extraterrestre dans ce monde. L'observation de notre environnement médiatique semble confirmer que ce projet est déjà en cours depuis de nombreuses années. Cependant, il est envisageable qu'une fois cette phase accomplie, s'ensuive l'annonce inopinée par certaines nations de contacts antécédents déjà établis avec ces êtres. Attention, si ces faits s'avéraient, et compte tenu des informations antérieures et explicites que nous dévoilons ici au grand jour, il pourrait s'agir d'une manœuvre définitive pour obtenir notre allégeance totale. Nous devons être très vigilants. Nous soutenons qu'un contact avec une civilisation extraplanétaire doit être soumis à débat et au consentement global du peuple de la Terre. Nous ne pouvons vous donner un lieu de ralliement, nous sommes tous et toutes seuls et responsables face à cette information incontournable. Ceux qui entendront et comprendront cette communication braveront leur peur et sauront quoi faire. Nous nous retrouverons sans doute. Nous sommes là. Nous tenons à vous signaler que lors de nos recherches concernant la résistance humaine, nous avons trouvé des frères et sœurs du monde entier qui sont également conscients de cette vérité et qui luttent à leur niveau pour son dévoilement. L'union fait la force. Dans une volonté d'apaisement, nous tenons à vous signaler de surcroît que lors de nos recherches, nous avons découvert avec joie que nous jouissons également de magnifiques alliés dans l'univers qui connaissent notre situation difficile et qui nous assistent dans cette épreuve de façon altruiste et bienveillante. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Maintenant vous savez, ce que vous ferez de cette information ne dépend que de vous. En dernier lieu, nous tenons à préciser clairement que nous ne faisons partie d'aucune secte, groupe religieux, politique ou autre. Nous nous considérons simplement comme des femmes et des hommes libres et souverains, frères et sœurs unis en résistance pour le dévoilement de ces faits et la délivrance de ce monde. En conséquence, nous privilégions la coopération, l'organisation et l'action. Frère Claude, 25 décembre 2008. France, Alien, Résistance. Fin de la première transmission phare. En automne de l'année 1954, tout un bric-à-brac de cigares, soucoupes, disques, cloches, méduses, tuyaux, cornets de marrons et ballotins de papillotes envahit le ciel de notre Occident chrétien. Comme Michel Morgan à Paris, Madame Poulard à Saint-Fargeau, Monsieur Pruneau ou Monsieur Mazot de Marvéjol, chacun leva les yeux au ciel pour voir ou ne pas croire à ces mystérieux objets célestes. Il y eut les pros et les antis, les amateurs et les nantis,
les sceptiques et les prosélytes. Les humoristes se jetèrent ardemment dans la bataille. Les auteurs de bandes dessinées répliquèrent, mais dans un autre esprit. Pendant ce temps, les lecteurs se posaient des questions. Les analphabètes également. Les penseurs de service répondirent aux uns et aux autres. Le chauvinisme terrien ne manqua pas de se manifester. Le chauvinisme gaulois suivit tout aussitôt. Les hypothèses les plus folles furent mises à feu, lancées et retournées l'espace d'une saison. 10 ans après ces apparitions intempestives, nous avons demandé à Aimé Michel, auteur de 2 ouvrages sur ce qu'il est convenu d'appeler désormais le phénomène des soucoupes volantes, de faire le point de nos connaissances, des doutes ou des hypothèses sérieuses qui ont été avancées au sujet de ces mystérieux objets célestes. A priori, plusieurs questions étaient à élucider. D'abord, s'il s'agissait d'engins, vraiment. La première hypothèse qu'on pouvait faire, c'est que c'était des engins russes ou des engins américains. Or, les performances établies par les soi-disant, les prétendus engins étaient tellement extraordinaires, dépassaient tellement les performances réalisées par les engins russes et américains. Je vous rappelle qu'en 1954, on était 3 ans avant la naissance de l'ère astronautique, puisque les premiers Sputnik datent de 1957. Ils dépassaient tellement, dis-je, qu'on était en quelque sorte repoussé vers une troisième hypothèse, qui était celle de l'hypothèse extraterrestre. Et on était dès lors porté à interroger l'astrophysique. Or, que nous disait l'astrophysique à l'époque? On peut se demander si la masse de matière nécessaire pour faire une planète se trouve réunie partout. Eh bien, cette masse de matière dépend de la masse de l'étoile, puisqu'elle se forme dans un disque qui entoure l'étoile. Les soleils très petits, ceux qui sont moins d'un cinquième du volume de notre soleil, ceux-là ne peuvent pas avoir d'étoiles, de planètes capables de retenir leur atmosphère. D'un autre côté, les soleils trop gros, c'est-à-dire plus de 3 fois notre soleil, ont une vie tellement courte que la vie n'aurait pas le temps de se développer. Ils vivent que quelques dizaines de millions d'années. Dans les 200 milliards de soleils qui se trouvent ici sous forme de cette tache blanche, il y en a environ un tiers qui sont compris entre 1/5 et 3 fois la masse du soleil et qui sont donc propices à la vie. Parmi ceux qui sont propices à la vie quant à cette première condition, on peut se demander ceux qui ont effectivement des planètes. Eh bien, sur les 40 étoiles qui entourent la Terre, et qui sont assez proches pour qu'on puisse déceler la présence d'un système planétaire, il y en a 16 qui ont des planètes. On en conclut qu'il y a environ 40% des étoiles qui possèdent un cortège planétaire. En combinant ces deux probabilités, on attribue à se dire qu'un dixième environ des étoiles ont une durée de vie suffisante pour donner carrière à la vie, et ont aussi un cortège planétaire, parmi lesquels se trouveront nécessairement, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, une planète favorable, car chaque étoile est entourée d'un cortège de planètes et non pas d'une seule planète. Il y a donc environ, dans cette tâche ici, 10 milliards de planètes qui sont favorables à la vie. Et chaque année, il se forme de nouvelles planètes. Il se forme de nouvelles planètes au rythme d'une tous les 5 ans, une planète habitable dans la galaxie. Mais comme il y a bien des milliards de galaxies, ça correspond chaque seconde à plusieurs centaines de mondes habitables qui sont formés. On a un peu l'impression, en considérant ceci, que tout l'univers est une machine à fabriquer des mondes habitables. Une fois que la vie a commencé à évoluer, il n'y a pas de raison décisive de penser qu'elle n'évoluera pas comme elle a évolué sur Terre, c'est-à-dire, dans les grandes lignes du moins, qu'elle donnera des organismes formés de cellules, des organismes de plus en plus complexes, assez complexes finalement pour porter une humanité pensante, ou un équivalent d'humanité. Voilà 3 ans, avait eu lieu une réunion très importante à Green Bank aux États-Unis, qui était présidée par un lauréat du prix Nobel, M. Melvin Calvin, qui est un chimiste. Il y avait eu une grande discussion pour savoir comment on pourrait logiquement tenter d'entrer en communication avec d'éventuels êtres pensants qui se trouveraient dans d'autres régions de l'univers, y compris hors de notre galaxie. Et Melvin Kelvin avait proposé alors
un langage intergalactique qui pourrait être compris et qui était fondé sur les mathématiques. On a donc construit ce radiotélescope de Green Bank en améliorant ses performances, puisque maintenant sa portée va être allongée jusqu'à 1000 années de lumière, c'est-à-dire 10 millions de milliards de kilomètres. Récemment, dans une revue scientifique américaine Science, un grand savant qui s'appelle Agassiz, qui est de l'université Harvard, a soulevé des objections à ce projet. En admettant, dit Agassiz, que nos correspondants se trouvent à moitié chemin de la portée du radiotélescope de Green Bank, c'est-à-dire 500 années de lumière, il faudrait attendre, dans le meilleur des cas, 1000 ans pour obtenir un accusé de réception. Ce qui fait que les hommes de notre génération ne sauront jamais s'ils ont oui ou non parlé dans le vide. Quant à nos héritiers, ils risquent fort d'oublier cette tentative de dialogue cosmique et de ne pas se préoccuper d'organiser un guet permanent pour recevoir l'accusé de réception. Il apparaît que tout compte fait, cette tentative et les autres pour retrouver ou pour découvrir la présence d'êtres pensant ailleurs que dans notre propre sphère biologique est vouée à l'insuccès. C'est très dommage, mais est-ce une raison pour refuser l'entreprise qui consisterait à rechercher ou le dialogue ou des traces d'autres civilisations sur notre planète même? Je ne crois pas que ce serait là une attitude scientifique. Kazantsev a ébranlé la sérénité scientifique pour la première fois en attribuant à l'explosion du 30 juin 1908 de la fameuse météorite de la Tungunskaya un caractère tout à fait extraordinaire. C'était pour lui un vaisseau propulsé par l'énergie atomique qui s'était trouvé en difficulté au voisinage de la Terre et avait explosé. On n'a donné ni tort ni raison à Kazantsev, en dépit de très nombreuses expéditions scientifiques qui ont été organisées, mais néanmoins, il semble bien qu'on n'a pas eu affaire là à la chute banale d'une météorite géante comme cela s'était produit lorsqu'a été creusée l'excavation du météore-cratère dans l'Arizona aux États-Unis. Des témoignages scientifiques par la suite ont également attiré l'attention de Kazantsev et d'un certain nombre d'autres chercheurs sur des monuments de la période protohistorique, comme la terrasse de Baalbek, comme dans une période plus récente mais toujours protohistorique, les gravures rupestres de Tassili, et puis aussi sur cette fameuse porte de Tiahuanaco qui, en Amérique du Sud, semble reproduire le détail du calendrier vénusien tel qu'il aurait été calculé et attribuant à l'année vénusienne une durée de 220 jours. L'ennui, lorsqu'on regarde tous ces divers éléments, c'est que, comme l'on dit très vulgairement, il y a à boire et à manger. En fait, on ne trouve jamais un document irréfutable. Terriens, terriennes, nous vous informons d'une nouvelle grave. Notre planète serait envahie par des extraterrestres appauvris, surnommés les petits gris. Face au danger qui nous menace, il faut alerter l'opinion mondiale pour que chacun d'entre nous soit maintenant capable de répondre à la question suivante. Le petit gris. Une grille qui empêche de passer les champs, les chiens et tout ça. Le petit gris. Le petit gris. Alors là, très bonne question. J'en sais rien. Pour les petits escargots. C'est très bon, ça se mange, c'est les champignons, les petits gris. C'est délicieux. Comment les petits gris? Les potins en fer. Il y a le tabac, la cigarette, un petit gris. Devant cette triste ignorance du public sur cet incroyable événement, nous avons rencontré un homme qui a accepté de témoigner devant la caméra. Les petits gris, vous voulez savoir ce que c'est? Alors suivez-moi.
Mon nom est Jimmy Guieux. Je suis écrivain, mais je suis également ufologue. Ufologue, ça vient de UFO, bien avant de faire un objet volant non identifié. Savoir, j'étudie ces engins depuis plus de 40 ans, ainsi que leurs occupants à partir des innombrables témoignages qui me parviennent de tous les coins du monde. Ce qui nous préoccupe surtout aujourd'hui, c'est l'affaire des Tigris, une affaire très dramatique, puisqu'il s'agit d'êtres venus d'ailleurs installés sur notre planète. Nous entrons dans la décennie de tous les dangers, c'est vrai. Il faut s'y préparer. En 39-40, les Allemands ont fait chez nous, il y a eu d'autres invasions. Il fallait se préparer. Alors que sont-ils venus faire, ces petits gris, ces shirtways, sur la Terre? Pas du tourisme. Ils sont venus berner les autorités américaines et ensuite celles d'autres pays où ils ont installé des bases souterraines. Ils sont venus avec des intentions particulières. Ils seraient victimes, je parle au conditionnel, d'une carence au plan enzymatique, c'est-à-dire qu'ils auraient besoin d'une enzyme que nous, les mammifères supérieurs, et que les bovins possèdent aussi. Alors en somme, nous serions peut-être pas leur garde à manger, mais quelque chose de ce genre-là. Ces êtres, il y a plusieurs espèces, il doit y avoir 3 ou 4 espèces qui occupent les bases, dont une un peu plus grande qu'on appelle les oranges, parce qu'ils ont la peau orangée. Et puis, il y a une grande quantité d'espèces diverses qui semblent s'intéresser à notre planète, qui gravitent autour de nous, qui interfèrent, certains parfaitement inutiles, sans travaillent avec un certain nombre de terribles. Vous savez que, avec Valo, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Sachez que ce que je vous dis là, ce n'est pas garanti sur facture, c'est certain. Mais j'ai la conviction, par expérience, par habitude des enquêtes, que c'est vrai. Je voudrais vous parler d'un scientifique qui est sérieux, qui a vécu sur la Terre, qui a des compétences que je n'ai pas, qui a vécu au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, et qui a fait une extraordinaire observation à Dulce. C'est dans le nord-ouest de l'État du Nouveau-Mexique. C'est Jean-François Gilles. Et ça s'est passé quand, cette observation? 23 octobre 88. Et qu'est-ce que tu as vu? Comment ça s'est passé? Bon, c'est juste une lumière nocturne dans la classification de l'ANET. L'objet est venu du sud, pratiquement en droite ligne, sud-nord, et il a illuminé une partie du ciel pendant quelques secondes, 5 à 6 secondes. La luminosité a beaucoup augmenté, c'est en pleine nuit, et tout d'un coup, cette espèce de fleur de lumière s'est repliée sur elle-même, on n'a plus rien vu. Bon, ce n'est pas une observation extrêmement spectaculaire en elle-même, mais c'est la preuve que nous avons, parce qu'en général, un ovni, ça ne reste pas. Tandis qu'une carcasse animale, ça reste. Et là, c'est des bestiaux, en général des vaches et des taureaux aussi, et surtout des vaches, bien sûr, il y en a plus, qu'on retrouve mutilés, la langue, les organes sexuels, en particulier aussi le sang manque complètement. Malheureusement, ces mutilations ne concernent pas seulement le bétail, les animaux, mais nous avons des cas de mutilation humaine. Et j'ai personnellement rencontré un autre policier d'un autre État, l'État d'Idaho, dans le nord-ouest américain, qui a tenu dans ses bras le cadavre d'un mutilé humain. Il y a eu une campagne d'éducation du public dont la manifestation la plus visible a été à la fin des années 70 le film Rencontre rapprochée du troisième type de Spielberg. Et apparemment, d'après nos sources, sur ces entrefaits, le gouvernement clandestin s'est apparu qu'il avait fait fausse route, donc on a fait un virage à 180 degrés, et 1 an ou 2 ans après, les gens du cinéma nous diront, on a eu Alien, qui ne parle pas du tout de gentils extraterrestres, mais au contraire d'un horrible monstre prédateur. Dans le futur, tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience plus grande du public, il ne faut pas espérer grand-chose. Il y a des tas de scénarios possibles, du plus pessimiste au plus optimiste. Il faut rappeler que dans le cosmos, il n'y a certainement pas que des espèces hostiles, il y a des êtres qui sont certainement favorables. Quant aux moyens, apparemment, les gouvernements ou des très petits noyaux dans les gouvernements ont décidé de prendre sur eux toute la responsabilité de la décision. Ça pose le problème de l'avenir de la démocratie. Tu as raison, la situation est sérieuse, grave, mais je crois que nous devons avoir quand même
confiance. Et nous pouvons nous dire que la force soit avec nous, et avec ceux qui nous regardent. Semper Fidelis. Absolument. Si vous avez des renseignements supplémentaires concernant les petits bruits, surtout n'oubliez pas de nous contacter pour faire savoir au monde que le cauchemar a déjà commencé. Alerte rouge, les terriens parlent aux terriens. Il est temps de lever la tête, il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour des dieux. Nous avons saisi le message de leur rendez-vous répété. Chevaliers de lumière, vos enfants sont fatigués. Ici on tue en ceux qui suivent, la terre est un étrange navire. On nous ment, on nous plonge dans des abîmes de mensonges. Guerre média crache ton ombre, pour mieux nous aveugler. Crache, crache, tu te bras. The most important thing from my point of view, and not from the public point of view, but from my own diagnostic point of view, is they describe these experiences or these events like a person talks about something that has happened to them. And when you're talking with a psychotic who's telling you something and it's a delusion and you feel that it really didn't happen, I can tell. I mean, I know this is something that person wants me to believe, or they're frightened, or they're distorting reality in some way. There's nothing like that here. These are people of sound mind, by and large, telling me something that's very, they know that I might think they're crazy, and so they're a little concerned about telling me, and they're very full of questioning themselves and doubt, and I mean, and then they describe something very real and intense, a light or something happened to their body. Or it's the whole quality of the way they talk about it is the way a person talks about experience that happened to them. Yeah, well, there are specific aspects of the mental status for each condition. Schizophrenia, for instance, the person is not just, they don't just have a single idea that is strange. Their whole way of relating to you is they tend to be withdrawn or don't relate well. There are other things they believe. There's a whole, if it's a paranoid schizophrenia, they have a whole system of belief of how people are persecuting them. It invades their whole life. They usually are pretty convinced their ideas are right, so there's a quality often of trying to convince you of something. These people is completely different. They are quite aware that this goes against what other people are likely to believe. They don't particularly believe it. It's not about believing it. They've had an experience which is troubling, and they're not interested in persuading anybody of their ideas, not at all, which schizophrenics would generally be quite clear that what they were telling you was true and wanting you to think it and feeling persecuted. They don't feel persecuted. They may have had some disturbing experiences, but they don't have a set of persecutory ideas. And by and large, they're healthy people who have jobs and families and relate well. I mean, you've talked with a few of them now, and you see there's nothing about them that feels particularly unusual. And more and more our criteria for psychosis or schizophrenia has to do with the quality of the way a person relates to other people. And these people relate very well, like Karn. And so there's just nothing about it that's like psychosis, really, except they're having ideas which are not supposed to be
possible according to the mainstream worldview. But and if you want to define psychosis as somebody who has ideas that don't go along with the mainstream worldview, then anybody that, I mean, that's what the Soviet system tried to do for a while. If anybody was a dissident, right, then they say, well, a dissident is not falling in line with the dominant Marxist philosophy, and therefore they tried to put some of them in mental hospitals. Now, if you want to define anyone who has a point of view different from the dominant paradigm as psychosis, which we're getting, in some ways, we're almost getting to the point in this culture where we do this, then okay. But in a free society, there's not a hint that these people are mentally disturbed. So even though I thought this was not possible or crazy, I still was interested and willing to go. And then when I began to see the people, then they began to come to see me in Boston, you know, in Cambridge, and, you know, some were sent by Hopkins, but then they began to come on their own. And I mean, you've heard me say this before, but when I would evaluate them, they were not suffering from, by and large, there was no mental illness involved. There was not any suggestion that this was coming from the media, that what they were reporting was much too specific and finely tuned and clearly articulated and patterned, and there was nothing like that in the media at the time. This was something that operated like a real event that had happened to them. The emotion was very intense, and and also that what they described, each person described more or less the same thing, and they didn't know each other, and they had nothing to gain by this. They were all quite troubled about it and wished it weren't true, and were particularly troubled when I couldn't make it go away with a pill, and or let them believe it was a dream. And they weren't asleep when these things happened, if I pressed them about it. And so after I'd seen about 50 or 60 of these people, I was quite convinced that this was something genuinely mysterious and real, and that I needed to think about, if this is real, then what does that mean, you know? So that's sort of how I got started.